Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre. C'est parti. Aujourd'hui, sur ma chaîne automobile, moi, Didier Manson, je vais vous parler des problèmes communs de transmission, c'est-à-dire de tous ces symptômes parfois discrets, parfois très inquiétants, qui touchent la boîte de vitesse, l'embrayage, le convertisseur, de couple, le différentiel, les arbres de transmission, et tout ce qui permet à la puissance du moteur d'arriver jusqu'aux roues. Si vous avez déjà senti votre voiture donner un à-coup au passage d'un rapport, si vous avez entendu un bruit métallique en accélérant, si votre boîte automatique hésite avant de s'engager, ou si votre voiture monte dans les tours sans vraiment avancer, restez bien. Jusqu'à la fin, parce qu'un simple détail que beaucoup de conducteurs ignorent peut faire la différence entre une petite réparation raisonnable et une facture énorme qui dépasse parfois la valeur de la voiture. Je vais vous expliquer calmement comment reconnaître les signes d'une transmission fatiguée, pourquoi ces problèmes apparaissent, ce qu'il faut faire immédiatement, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et comment éviter de détruire une boîte qui aurait pu encore rouler longtemps avec un entretien correct. Quand je parle de transmission, je ne parle pas d'une seule pièce isolée. La transmission, c'est tout un ensemble. Le moteur produit de l'énergie, mais sans transmission, cette énergie ne sert à rien, parce qu'elle ne peut pas être adaptée, multipliée, transmise et contrôlée. Dans une voiture à boîte manuelle, on pense tout de suite à l'embrayage, à la boîte de vitesse, au levier, au synchro, au volant moteur et au cardan. Dans une voiture automatique, on pense au convertisseur de couple, au bloc hydraulique, aux électrovannes, à l'huile de boîte, aux disques internes, aux capteurs et aux calculateurs. Dans une transmission à variation continue, souvent appelée CVT, on retrouve une logique différente, avec des poulies, une courroie ou une chaîne métallique, et une gestion très particulière du couple. Dans une boîte à double embrayage, on a deux embrayages, des actionneurs, une mécatronique et une précision de fonctionnement qui ne pardonne pas toujours les mauvais usages. Ce que je veux que vous compreniez dès maintenant, c'est qu'un problème de transmission ne commence presque jamais par une panne brutale. Très souvent, la voiture vous parle longtemps avant de tomber en panne. Elle vous envoie des signaux. Elle glisse légèrement, elle hésite, elle vibre, elle cogne, elle fait un bruit nouveau, elle sent le chaud, elle laisse une petite tache au sol, elle change de comportement à froid ou à chaud. Le souci, c'est que beaucoup de conducteurs s'habituent à ces signes. Ils se disent que c'est normal, que la voiture vieillit, que ce n'est pas grave, qu'ils verront plus tard. Et c'est justement là que le piège se referme. Une transmission qui manque d'huile, une boîte automatique dont le fluide est usé, un embrayage qui patine, un cardan qui claque, un support moteur qui se déchire, tout cela peut commencer par un détail presque anodin, puis devenir une panne très coûteuse. Le premier problème commun que je rencontre très souvent, c'est le passage de vitesse difficile. Sur une boîte manuelle, si vous avez du mal à passer la première, la marche arrière ou certains rapports, il ne faut pas penser uniquement au levier. Cela peut venir d'un câble de commande mal réglé, d'une tringlerie usée, d'un embrayage qui ne débraye plus complètement, d'un émetteur ou d'un récepteur hydraulique fatigué, d'un manque de liquide dans le circuit d'embrayage, ou encore de synchro usé à l'intérieur de la boîte. Un symptôme typique, c'est une vitesse qui accroche, surtout à froid, ou un craquement quand vous passez la seconde ou la marche arrière. Si la marche arrière craque souvent, cela peut être parce que l'embrayage continue à entraîner légèrement l'arbre primaire. En clair, vous appuyez sur la pédale, mais la séparation entre le moteur et la boîte n'est pas parfaite. Certains conducteurs forcent sur le levier, et c'est une très mauvaise idée. Forcer une vitesse ne répare rien. Au contraire, cela fatigue les synchros, les fourchettes et les pignons. Si une vitesse résiste, il faut chercher pourquoi. Parfois, une purge du circuit hydraulique suffit. Parfois, il faut remplacer un kit d'embrayage. Parfois, la boîte elle-même est en cause. La différence entre ces scénarios est énorme. Donc il faut diagnostiquer au lieu de deviner. Sur une boîte automatique, le passage difficile se manifeste autrement. Vous pouvez sentir un délai entre le moment où vous passez de P à D et le moment où la voiture avance. Vous pouvez sentir un coup sec au passage de D à R. Vous pouvez avoir des changements de rapport brusques, comme si quelqu'un donnait un petit coup dans la voiture. Vous pouvez aussi ressentir une hésitation, surtout entre deux rapports. Là encore, l'huile de boîte est souvent au centre de l'histoire. Beaucoup de constructeurs ont longtemps parlé d'huile à vie. Mais dans la vraie vie, une huile de transmission travaille dur, elle chauffe, elle lubrifie,
Elle transmet la pression hydraulique, elle protège les embrayages internes, elle transporte les impuretés. Avec le temps, elle perd ses propriétés, elle devient plus sombre, elle sent parfois le brûler, elle se charge de particules. Quand cette huile n'est plus capable de faire correctement son travail, les passages deviennent irréguliers, les électrovannes s'encrassent, le bloc hydraulique réagit mal, et les disques internes s'usent plus vite. Je le dis franchement, si vous avez une boîte automatique et que vous ne connaissez pas l'historique de vidange, ne partez pas du principe que tout va bien. Une vidange de boîte faite avec la bonne huile, la bonne procédure et le bon niveau peut améliorer énormément le comportement d'une transmission, mais attention, elle doit être faite correctement. Une mauvaise huile, un mauvais niveau, une procédure bâclée ou une vidange faite n'importe comment peuvent aggraver les choses. Le niveau d'huile d'une boîte automatique ne se contrôle pas comme celui du moteur. Sur beaucoup de modèles, il faut une température précise, une procédure de remplissage, parfois un passage des rapports, parfois un outil de diagnostic. C'est pour cela que je conseille toujours de respecter la méthode prévue pour le véhicule exact, pas une méthode générale trouvée au hasard. Un autre problème très fréquent, c'est la transmission qui patine. Le patinage, c'est quand le régime moteur augmente, mais la vitesse du véhicule ne suit pas normalement. Sur une boîte manuelle, cela évoque souvent un embrayage usé. Vous accélérez en 4e ou en 5e, le compte-tours grimpe, mais la voiture ne prend pas de vitesse avec la même énergie. Cela peut arriver surtout en montée, lors d'un dépassement ou quand la voiture est chargée. Un embrayage qui patine finit par chauffer, sentir mauvais et abîmer le volant moteur. Si vous continuez à rouler longtemps comme ça, vous risquez de transformer une réparation simple en remplacement beaucoup plus coûteux. Il faut aussi se demander pourquoi l'embrayage patine. Parfois, c'est simplement l'usure normale. Parfois, c'est une fuite d'huile au niveau du joint SPI moteur ou de la boîte, qui contamine le disque d'embrayage. Parfois, c'est une mauvaise conduite, avec le pied constamment posé sur la pédale, ou des démarrages trop agressifs. Sur une boîte automatique, le patinage peut venir d'un manque de pression hydraulique, d'une huile trop usée, de disques internes, fatigués, d'un convertisseur de couple défaillant ou d'un problème électronique. Là, il ne faut pas attendre. Une boîte automatique qui patine détruit ses garnitures internes. Plus elle patine, plus elle chauffe. Plus elle chauffe, plus l'huile se dégrade. Plus l'huile se dégrade, plus les passages deviennent mauvais. C'est un cercle vicieux. Un simple patinage léger peut donc devenir une reconstruction complète de boîte si on continue à rouler comme si de rien n'était. Le troisième symptôme qui doit vraiment attirer votre attention, c'est le bruit. Une transmission en bonne santé n'est pas totalement silencieuse, mais elle ne doit pas produire de bruit nouveau, fort ou inquiétant. Un grondement qui augmente avec la vitesse peut venir d'un roulement de boîte, d'un roulement de roue, d'un différentiel ou d'un cardan. Un claquement en virage, surtout quand vous accélérez, fait souvent penser à un cardan extérieur usé. Sur une traction avant, c'est très classique. Vous braquez, vous démarrez et vous entendez tac tac tac. Ce bruit indique souvent que le joint homocinétique a perdu sa graisse ou que son soufflet a été déchiré pendant un certain temps. Le soufflet de cardan est une pièce simple, mais son rôle est vital. S'il se déchire, la graisse s'échappe et la poussière entre. Ensuite, le joint travaille à sec et s'use rapidement. Beaucoup de gens attendent que le cardan claque fort pour s'en occuper, alors qu'un simple contrôle visuel du soufflet aurait permis d'intervenir plus tôt. Un bruit sourd ou un choc quand vous passez de l'accélération à la décélération peut aussi venir d'un jeu dans la transmission, d'un support moteur ou de boîte usée, d'un cylinder bloc fatigué ou d'un différentiel qui prend du jeu. Il ne faut pas toujours accuser la boîte en premier. Une transmission, c'est un système. Un support moteur déchiré peut provoquer des à-coups qui ressemblent à un problème de boîte. Un cardan usé peut créer des vibrations qu'on prend pour un problème moteur. Un roulement de roue peut faire croire à un bruit de différentiel. C'est pour cela qu'un bon diagnostic commence par l'observation, l'essai routier, le contrôle visuel, puis seulement ensuite les hypothèses coûteuses. Les vibrations sont un autre signe important. Une voiture qui vibre fortement à l'accélération, surtout entre certaines vitesses, peut avoir un cardan déformé, un arbre de transmission déséquilibré, un support de boîte fatigué, un problème de volant moteur bimasse ou même un souci de pneus. Sur les véhicules à propulsion ou à 4 roues motrices, l'arbre de transmission, les croisillons, le palier central et le différentiel peuvent aussi être en cause. Une vibration qui apparaît uniquement quand vous accélérez n'a pas la même signification qu'une vibration qui apparaît uniquement au freinage ou à vitesse constante. Si la vibration est liée à la charge moteur,
Je regarde davantage la transmission, les supports, les cardans et les arbres. Si elle est liée à la vitesse du véhicule, je regarde aussi les roues, les pneus, les roulements et l'équilibrage. Un volant moteur bimasse usé, par exemple, peut provoquer des vibrations au ralenti, des claquements au démarrage ou à l'arrêt du moteur, et une sensation désagréable lors des changements de rapport. Sur les diesels modernes, c'est un sujet très connu, car le couple élevé fatigue beaucoup l'embrayage et le volant moteur, surtout en conduite urbaine ou avec des démarrages fréquents. Un autre problème commun, et souvent sous-estimé, c'est la fuite d'huile de transmission. Une petite tache au sol peut sembler banale, mais elle peut annoncer un manque de lubrification catastrophique. Une boîte manuelle contient généralement moins d'huile qu'un moteur, donc une fuite qui paraît petite peut devenir sérieuse avec le temps. Une boîte automatique est encore plus sensible, parce que l'huile ne sert pas seulement à lubrifier, elle sert aussi à faire fonctionner le système hydraulique. Si le niveau baisse, la pression chute, les passages deviennent mauvais, la boîte chauffe et l'usure augmente. Les fuites peuvent venir d'un joint de sortie de boîte, d'un joint de carter, d'un radiateur d'huile, d'un tuyau de refroidissement, d'un joint espie, d'un bouchon mal serré ou d'un carter fissuré après un choc. La couleur du liquide peut donner une indication. L'huile de boîte automatique est souvent rouge ou brunâtre selon son âge et sa formulation, alors que l'huile de boîte manuelle a souvent une odeur très forte et une texture différente. Mais je recommande toujours de ne pas se fier uniquement à la couleur, parce que les fluides varient selon les constructeurs. Ce qui compte, c'est de localiser la fuite, de vérifier le niveau selon la bonne procédure et de corriger la cause. Ajouter de l'huile sans réparer la fuite peut dépanner temporairement, mais ce n'est pas une solution durable. Et rouler avec une transmission qui perd de l'huile, c'est jouer à la loterie avec une pièce très chère. Je veux aussi parler des odeurs. Une odeur de brûlé après un embouteillage, après une montée ou après des manœuvres peut indiquer un embrayage qui a chauffé. Si vous avez une boîte manuelle et que vous maintenez la voiture en côte avec l'embrayage au lieu d'utiliser le frein, vous usez énormément le disque. Si vous reculez une remorque en montée en jouant longtemps avec l'embrayage, vous pouvez le faire surchauffer très vite. Une odeur de fluide brûlé sur une boîte automatique est également inquiétante. Une huile qui sent le brûlé a souvent subi une température trop élevée. La surchauffe est l'ennemi numéro 1 des transmissions automatiques. Elle détruit les propriétés du fluide, durcit les joints, accélère l'usure des disques et peut endommager le convertisseur. Les véhicules qui tractent, qui roulent en montagne, qui font beaucoup de villes ou qui ont un radiateur de boîte fatigué sont plus exposés. Dans ces conditions, un entretien plus rapproché est souvent nécessaire. Une boîte n'a pas la même vie si elle roule tranquillement sur autoroute ou si elle tracte régulièrement une remorque lourde dans les embouteillages. C'est exactement comme pour le moteur. L'usage réel compte autant que le kilométrage. Parlons maintenant du témoin moteur ou du message de défaut de transmission. Beaucoup de conducteurs voient un voyant et espèrent qu'il disparaîtra. Parfois, il disparaît, mais cela ne veut pas dire que le problème a disparu. Un calculateur peut enregistrer un défaut intermittent, une électrovanne peut réagir lentement, un capteur de vitesse d'entrée ou de sortie peut donner une information incohérente, un embrayage interne peut glisser au-delà de la limite prévue. Sur les voitures modernes, la transmission est surveillée par l'électronique. Les calculateurs comparent le régime moteur, la vitesse d'entrée de boîte, la vitesse de sortie, la position de l'accélérateur, la température d'huile, la pression, le rapport engagé et beaucoup d'autres paramètres. Quand quelque chose ne correspond pas, la voiture peut passer en mode dégradé. Dans ce mode, elle limite la puissance, bloque un rapport ou rend les passages plus brutaux pour protéger la mécanique. Si cela arrive, il ne faut pas continuer à rouler longtemps en espérant que ça ira mieux. Il faut lire les codes défauts avec un outil capable de communiquer avec le calculateur de transmission. Pas seulement un petit lecteur basique qui lit les défauts moteurs. Un code défaut n'est pas une condamnation automatique de la boîte. Il donne une piste. Il faut ensuite contrôler les paramètres, l'huile, les connecteurs, les faisceaux, les capteurs, parfois la pression hydraulique. Je le répète souvent. Remplacer des pièces au hasard coûte cher et ne règle pas toujours le problème. Un diagnostic précis est toujours moins cher qu'une suite d'essais inutiles. Sur les boîtes à double embrayage, les problèmes communs sont particuliers. Une DSG, une EDC, une PowerShift ou une autre boîte à double embrayage peut donner des à-coups à basse vitesse, hésiter lors des manœuvres, vibrer au démarrage, afficher un défaut de boîte ou refuser certains rapports. Dans ces boîtes, on peut avoir un embrayage usé, une mécatronique défaillante,
une huile inadaptée, un problème d'apprentissage ou de calibration, un volant moteur fatigué ou un défaut d'actionneur. Le comportement à basse vitesse est souvent plus délicat qu'avec une automatique classique à convertisseur, parce qu'une double embrayage fonctionne, en simplifiant, comme deux demi-boîtes manuelles robotisées. Elle doit embrayer et débrayer très finement. Si le conducteur avance centimètre par centimètre dans les bouchons, garde la voiture en légère pente avec l'accélérateur, ou multiplie les manœuvres lentes, les embrayages peuvent chauffer. Certaines boîtes à double embrayage humide supportent mieux le couple et la chaleur, parce que les embrayages baignent dans l'huile. Les versions sèches peuvent être plus sensibles dans certains usages. Là encore, l'entretien est essentiel. Si la boîte exige une vidange périodique, il ne faut pas la repousser. Si elle demande une adaptation après intervention, il faut la faire avec le bon outil. Sur une CVT, le symptôme typique peut être un régime moteur qui reste haut, une sensation de glissement, des à-coups, un bourdonnement ou un manque de réponse. Beaucoup de conducteurs n'aiment pas la sensation d'une CVT parce qu'elle ne change pas les rapports comme une boîte classique. Il faut donc distinguer le fonctionnement normal d'une panne. Une CVT peut maintenir le moteur à un régime stable pendant que la voiture accélère, et ce n'est pas forcément un défaut. En revanche, si la voiture tremble au démarrage, si l'accélération devient irrégulière, si un voyant s'allume, si la boîte chauffe, ou si le fluide n'a jamais été remplacé, il faut s'en occuper rapidement. Les CVT sont très sensibles à la qualité du fluide, il ne faut jamais mettre une huile quelconque. Le fluide CVT a des propriétés spécifiques pour permettre à la courroie ou à la chaîne de travailler correctement avec les poulies. Une mauvaise huile peut provoquer du patinage et une usure rapide. Quand une CVT commence à se détériorer mécaniquement, les réparations peuvent coûter très cher, donc la prévention est encore plus importante. Il y a aussi un point dont on parle moins. Le refroidissement de la transmission. Une boîte automatique ou une CVT produit de la chaleur. Si le système de refroidissement est en mauvais état, la température monte. Un radiateur encrassé, un échangeur thermique fatigué, une fuite de liquide de refroidissement, un ventilateur qui ne fonctionne pas correctement, tout cela peut indirectement abîmer la transmission. Sur certains véhicules, l'huile de boîte passe par un échangeur lié au circuit de refroidissement moteur. Si cet échangeur fuit, on peut avoir une contamination croisée entre le liquide de refroidissement et l'huile de boîte, ce qui est extrêmement grave. Une huile contaminée perd ses qualités et peut détruire la transmission. Si vous voyez une huile de boîte qui ressemble à une émulsion, ou si le liquide de refroidissement devient anormalement huileux, il faut arrêter de rouler et vérifier immédiatement. Un autre problème commun concerne le différentiel. Le différentiel permet aux roues de tourner à des vitesses différentes, notamment en virage. Sans lui, la voiture serait difficile à conduire et les pneus souffriraient énormément. Un différentiel usé peut produire un ronflement, un sifflement à l'accélération ou à la décélération, un claquement ou des à-coups. Sur les véhicules à propulsion, à transmission intégrale ou les SUV, il ne faut pas oublier l'huile de différentiel et l'huile de boîte de transfert. Beaucoup de conducteurs entretiennent le moteur, parfois la boîte, mais oublient le pont arrière, le pont avant ou la boîte de transfert. Pourtant, ces organes travaillent fort, surtout avec du couple, du remorquage, des pneus de dimensions différentes ou une utilisation tout-terrain. Sur une transmission intégrale, monter 4 pneus très différents en usure ou en dimension peut créer des contraintes permanentes. Certains systèmes tolèrent peu les écarts de circonférence entre les roues. Résultat, la boîte de transfert, le coupleur ou le différentiel central peuvent souffrir. C'est un point que je surveille toujours sur les voitures à 4 roues motrices. Des pneus mal assortis peuvent sembler être un détail, mais ils peuvent coûter très cher. Je veux maintenant vous expliquer comment je procède mentalement quand quelqu'un me dit « Didier, ma voiture a un problème de transmission ». Je ne commence pas par dire que la boîte est morte. Je demande quand le problème apparaît. À froid ou à chaud? En accélération ou en décélération? En ligne droite ou en virage? À basse vitesse ou sur autoroute? Au démarrage ou après plusieurs kilomètres? Est-ce qu'il y a un voyant? Est-ce qu'il y a une fuite? Est-ce qu'il y a eu une vidange récemment? Est-ce que la voiture a tracté? Est-ce qu'il y a eu un choc sous le véhicule? Est-ce que les pneus ont été changés? Est-ce que la batterie a été débranchée? Est-ce que le problème est arrivé d'un coup ou progressivement? Ces questions changent tout. Un à-coup qui apparaît juste après une vidange peut indiquer un mauvais niveau ou une mauvaise huile. Un bruit qui apparaît après un remplacement de pneus peut faire penser à une dimension incorrecte ou à un montage déséquilibré.
Une vibration après un choc peut venir d'un cardan ou d'un arbre tordu. Une boîte automatique qui fonctionne bien à froid mais mal à chaud peut indiquer un problème de pression, d'huile, de bloc hydraulique ou de capteur sensible à la température. Une boîte qui fonctionne mal uniquement à froid peut parfois être liée à une huile vieillie trop épaisse, à une calibration ou à une usure qui se manifeste avant la montée en température. Plus on décrit précisément le symptôme, plus le diagnostic devient logique. Je conseille toujours aux conducteurs de noter ce qu'ils ressentent, parce qu'au garage, sous le stress, on oublie souvent les détails importants. Une autre erreur fréquente, c'est de confondre un problème moteur avec un problème de transmission. Une voiture qui donne des à-coups peut avoir des ratés d'allumage, un injecteur encrassé, un débitomètre défaillant, une vanne EGR capricieuse ou un problème de turbo. Le conducteur ressent l'à-coup dans la voiture et pense immédiatement à la boîte. À l'inverse, une boîte qui patine peut faire croire à un moteur qui manque de puissance. Il faut donc regarder les deux côtés. Le moteur doit tourner correctement pour que la transmission fonctionne correctement. Une boîte automatique moderne adapte ses passages selon le couple moteur demandé. Si le moteur envoie des informations incohérentes, si le papillon, le capteur de position d'accélérateur ou le calculateur moteur ont un problème, la boîte peut réagir de manière étrange. C'est pour cela qu'un diagnostic global est indispensable. On ne doit pas isoler la transmission du reste du véhicule. Le réseau électronique, la batterie, les masses électriques, les capteurs, le moteur, les supports, les pneus, tout peut influencer les sensations. Même une batterie faible peut provoquer des défauts électroniques sur certaines boîtes pilotées ou automatisées. Je veux aussi parler des habitudes de conduite qui abîment la transmission. Sur une boîte manuelle, garder la main posée sur le levier peut exercer une légère pression sur les composants de sélection. Garder le pied sur l'embrayage use la butée et peut provoquer un patinage léger. Maintenir la voiture en côte avec l'embrayage chauffe le disque. Passer les vitesses brutalement, relâcher l'embrayage trop vite, faire patiner volontairement, tout cela raccourcit la durée de vie. Sur une boîte automatique, passer de marche arrière à marche avant l'arrêt complet est une mauvaise habitude. Beaucoup de gens le font en manœuvre, parce qu'ils sont pressés, mais la transmission n'aime pas encaisser un changement de sens, alors que la voiture bouge encore. Il faut s'arrêter, puis passer le rapport. En descente, il ne faut pas laisser les freins tout faire si la boîte propose un mode manuel ou un rapport inférieur adapté. En remorquage, il faut respecter les limites du véhicule et surveiller la température si possible. Dans les bouchons, inutile de passer constamment de D à N à chaque arrêt très court, mais si l'arrêt est long, on peut soulager la transmission selon le véhicule et les recommandations du constructeur. Le plus important, c'est la douceur. Une transmission aime la progressivité, l'huile propre, la bonne température et l'absence de chocs inutiles. L'entretien est le cœur de la prévention. Pour une boîte manuelle, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a rien à faire. Pourtant, une vidange de boîte peut améliorer le passage des rapports et prolonger la durée de vie des roulements et des synchros. L'huile de boîte manuelle vieillit aussi. Elle subit des contraintes mécaniques, elle se charge en particules métalliques, elle perd une partie de ses qualités. Sur une automatique, l'entretien est encore plus important. Il faut utiliser le fluide exact ou strictement compatible. Remplacer le filtre si la conception le permet, nettoyer ou remplacer. Le carter si nécessaire, respecter la température de remplissage et faire les adaptations si le constructeur le demande. Sur certaines boîtes, une vidange partielle remplace seulement une partie du fluide. Sur d'autres, on peut faire une procédure plus complète. Je ne suis pas fan des rinçages agressifs sur une boîte très vieille et jamais entretenue si on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Une intervention trop brutale peut déplacer des dépôts et créer des soucis, mais ne rien faire n'est pas non plus une solution magique. Il faut évaluer l'état de la boîte, la couleur et l'odeur du fluide, le kilométrage, le comportement, l'historique. Puis choisir une méthode prudente. Si une boîte est déjà gravement endommagée, une vidange ne la réparera pas. Elle peut parfois améliorer un peu les choses, mais elle ne recrée pas des disques usés, elle ne remet pas du métal sur des pignons. Abîmée, elle ne restaure pas un roulement détruit. Il faut être honnête avec soi-même. L'entretien prévient, mais il ne fait pas de miracle quand la casse est déjà avancée. Quand faut-il s'arrêter immédiatement? Si la voiture n'avance plus normalement, si la boîte patine fortement, si une odeur de brûlé apparaît, si un bruit métallique violent se produit, si une fuite importante est visible, si un message demande de s'arrêter, ou si la transmission se met en mode dégradé, avec des chocs importants, je conseille de ne pas insister,
Continuer à rouler pour rentrer à la maison peut coûter beaucoup plus cher qu'un remorquage. Je sais que personne n'aime appeler une dépanneuse. Je sais que c'est frustrant. Mais parfois, c'est le choix le plus économique. Une transmission peut passer d'un problème réparable à une destruction complète en quelques kilomètres si elle manque d'huile ou si elle surchauffe. Surtout, n'ajoutez pas n'importe quel fluide au hasard, juste parce que quelqu'un vous a dit que toutes les huiles de boîte se ressemblent. C'est faux. Les transmissions modernes sont très sensibles aux spécifications. Une huile incorrecte peut modifier les frottements, les pressions et les réactions internes. Il vaut mieux prendre le temps de vérifier que de créer une panne plus grave. Je veux également insister sur l'achat d'une voiture d'occasion. La transmission est l'un des points les plus importants à contrôler. Pendant l'essai, il faut tester la voiture à froid si possible, parce que certains défauts disparaissent à chaud. Il faut vérifier les passages de rapport, les démarrages, la marche arrière, les accélérations franches, les décélérations, les manœuvres lentes, les virages serrés, les bruits et les vibrations. Il faut regarder s'il y a des fuites sous la voiture. Il faut demander les factures de vidange de boîte, surtout sur les automatiques, les doubles embrayages, les CVT et les véhicules puissants. Une voiture très propre à l'extérieur peut cacher une boîte négligée, et une boîte négligée peut transformer une bonne affaire en cauchemar. Méfiez-vous des vendeurs qui disent qu'un à-coup est normal sans preuve, ou que la boîte a toujours fait ça. Parfois c'est vrai. Certaines boîtes ont un caractère un peu ferme. Mais il faut comparer avec le comportement attendu du modèle. Une boîte qui cogne, qui patine, qui hésite, qui affiche un défaut ou qui sent le brûler n'est pas un détail. Lors d'un essai, si le vendeur refuse de laisser la voiture chauffer, refuse un diagnostic ou minimise un symptôme évident, je préfère passer mon chemin. Une transmission coûte trop cher pour jouer avec l'incertitude. Parlons aussi des réparations. Quand une transmission a un problème, il existe plusieurs niveaux d'intervention. Parfois, c'est externe et relativement simple. Un support, un cardan, un soufflet, un capteur, une vidange, une purge d'embrayage, une tringlerie, un câble, un joint. Parfois, c'est intermédiaire. Un embrayage complet, un volant moteur, un convertisseur de couple, un bloc hydraulique, une mécatronique, un refroidisseur. Parfois, c'est interne. Roulement, synchro, pignon, disque, tambour, pompe, chaîne de CVT, différentiel. Plus on va vers l'interne, plus le coût grimpe, parce qu'il faut déposer, ouvrir, mesurer, nettoyer, remplacer, régler, remonter et, souvent reprogrammer ou adapter. C'est pour cela que le diagnostic avant démontage est important. Il faut savoir ce qu'on cherche. Une boîte automatique reconstruite doit être confiée à quelqu'un qui connaît vraiment ce type de transmission. Ce n'est pas seulement une question de mécanique lourde, c'est aussi une question de propreté, de tolérance, de pression hydraulique, et d'électronique et de procédure. Une boîte mal remontée peut retomber en panne rapidement. À l'inverse, une boîte bien entretenue et bien réparée peut repartir pour longtemps. Il ne faut pas choisir uniquement le prix le plus bas. Il faut regarder la compétence, la garantie, la réputation et la précision du diagnostic. Je sais que beaucoup de spectateurs veulent savoir si les additifs peuvent sauver une transmission. Ma réponse est prudente. Certains produits peuvent améliorer temporairement un passage un peu sec ou réduire un léger suintement, mais ils ne réparent pas une usure mécanique sérieuse. Un additif ne remplace pas des disques brûlés, ne ressoude pas un pignon, ne remet pas en état une mécatronique, ne corrige pas un niveau d'huile incorrect. Dans certains cas, un produit inadapté peut même perturber les caractéristiques de friction du fluide. Je préfère toujours commencer par l'entretien correct, le bon fluide, le bon niveau, le diagnostic des défauts et le contrôle mécanique. Les solutions miracles sont séduisantes parce qu'elles promettent beaucoup pour peu d'argent. Mais une transmission est un ensemble précis. Quand elle a besoin d'une réparation réelle, il faut l'accepter. Mieux vaut une décision claire qu'une succession de produits et de petits essais qui retardent l'inévitable en aggravant parfois l'état de la boîte. Un autre sujet important, c'est la reprogrammation moteur. Beaucoup de voitures modernes sont modifiées pour gagner du couple. Le problème, c'est que la transmission a une limite. Une boîte, un embrayage, un convertisseur, un différentiel, des cardans, tout cela est dimensionné pour un certain niveau de couple avec une marge. Si on augmente fortement le couple sans adapter le reste, on peut provoquer du patinage d'embrayage, des à-coups, une usure accélérée, des disques internes, une surchauffe ou une casse de cardan. Certaines boîtes supportent très bien une légère augmentation. D'autres sont déjà proches de leur limite d'origine. Avant toute modification,
Il faut connaître la capacité réelle de la transmission. Une voiture qui marche plus fort pendant quelques mois puis détruit sa boîte n'est pas une réussite. Et si la boîte commence à patiner après une reprogrammation, il ne faut pas accuser immédiatement la boîte comme si elle était mauvaise. Elle a peut-être simplement reçu plus de couple que ce qu'elle pouvait encaisser durablement. Je veux aussi parler des erreurs après une intervention. Après un remplacement d'embrayage, il faut s'assurer que la commande est correctement purgée, que le volant moteur est contrôlé, que le disque est monté dans le bon sens, que la butée est correcte, que les couples de serrage sont respectés. Après une vidange de boîte automatique, il faut vérifier le niveau à la bonne température, contrôler l'absence de fuite, parfois réinitialiser ou adapter les valeurs d'apprentissage. Après un remplacement de cardane, il faut vérifier l'enclenchement, le serrage, l'état du joint, l'absence de vibration. Après une intervention sur une boîte à double embrayage, les adaptations sont souvent indispensables. Beaucoup de problèmes apparaissent non pas parce que la pièce neuve est mauvaise, mais parce que la procédure complète n'a pas été respectée. La transmission ne pardonne pas l'à peu près. C'est un domaine où la méthode compte autant que la pièce. Quand vous récupérez votre voiture après une réparation, soyez attentif dès les premiers kilomètres. Écoutez, ressentez, vérifiez le sol le lendemain, regardez si un voyant apparaît, observez si les passages sont cohérents. Plus un problème après intervention est signalé tôt, plus il est facile à corriger. Je vais maintenant vous donner ma manière simple de résumer les signes d'alerte, sans faire de liste, mais en vous racontant ce que je surveille. Si ma voiture change soudainement de comportement au passage des vitesses, je m'interroge. Si elle cogne, si elle glisse, si elle hésite, si elle vibre, je n'attends pas des mois. Si je vois une fuite, je ne me dis pas que ce n'est qu'une petite goutte. Si une odeur de brûlé apparaît, je cherche d'où elle vient. Si un bruit nouveau se manifeste en virage ou à l'accélération, je pense au cardan, au support, au différentiel, au roulement. Si la boîte automatique devient brutale à chaud, je pense à l'huile, à la pression, au refroidissement, au bloc hydraulique. Si la boîte manuelle accroche, je pense à l'embrayage, à la commande, à l'huile et au synchro. Si une voiture à 4 roues motrices a des pneus différents, je me méfie. Si une CVT commence à brouter ou à hurler anormalement, je ne tarde pas. Si une double embrayage tremble au démarrage, je fais contrôler l'embrayage, la mécatronique, l'huile et les adaptations. Tout cela n'a rien de mystérieux, c'est de la logique mécanique. La voiture donne des indices, il faut apprendre à les lire. Pour prolonger la durée de vie d'une transmission, il faut adopter une conduite douce, respecter les entretiens, utiliser les bons fluides, contrôler les fuites, éviter la surcharge, éviter les modifications excessives, ne pas ignorer les voyants et ne jamais forcer un système qui proteste. Une boîte manuelle peut durer très longtemps si l'embrayage est utilisé correctement et si l'huile n'est pas oubliée. Une automatique peut dépasser de forts kilométrages si son fluide est entretenu, si elle ne surchauffe pas et si les défauts sont traités tôt. Une CVT peut fonctionner correctement si on respecte son fluide spécifique et son usage. Une double embrayage peut être agréable et rapide si elle est entretenue et conduite avec un minimum de compréhension. Le vrai ennemi, ce n'est pas seulement l'usure. Le vrai ennemi, c'est l'ignorance des symptômes. Une transmission prévient souvent avant de casser. Le conducteur qui écoute sa voiture économise de l'argent. Celui qui attend que tout s'arrête au bord de la route paie le prix fort. Avant de conclure, je veux vous rappeler une chose essentielle. Ne paniquez pas aux premiers symptômes, mais ne l'ignorez pas non plus. Un à-coup ne signifie pas forcément que la boîte est morte. Un bruit ne signifie pas toujours que le différentiel est détruit. Une fuite ne signifie pas immédiatement une catastrophe. Mais chaque signe mérite une vérification. La bonne attitude, c'est d'observer, de noter, de contrôler et de diagnostiquer. C'est exactement comme chez un médecin. Plus vous décrivez précisément les symptômes, plus le diagnostic a de chances d'être juste. Et si un professionnel vous annonce directement une boîte complète à remplacer sans essai, sans contrôle du fluide, sans lecture des défauts, sans inspection, posez des questions. Une transmission est trop coûteuse pour accepter une conclusion rapide sans preuve. Cherchez un avis sérieux, demandez ce qui a été vérifié, demandez pourquoi la pièce est condamnée, demandez si une cause externe peut expliquer le symptôme. Un bon professionnel ne sera pas vexé par des questions intelligentes. Au contraire, il vous expliquera sa démarche. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Les problèmes communs de transmission peuvent sembler complexes, mais quand on les décompose, ils deviennent beaucoup plus compréhensibles. Une voiture qui patine, qui cogne, qui accroche, qui fuit, qui vibre ou qui sent le brûler,
n'est pas simplement vieille. Elle essaye de vous dire quelque chose. Mon rôle sur cette chaîne, c'est justement de vous aider à entendre ce message avant qu'il ne soit trop tard. Si vous retenez une seule idée, retenez celle-ci. Une transmission coûte cher, mais elle se protège avec de l'attention, de la douceur et un entretien sérieux. Ne laissez pas un petit symptôme devenir une grosse panne. Prenez soin de votre boîte, de votre embrayage, de vos cardans, de votre différentiel, de votre huile, et votre voiture vous le rendra, par des kilomètres plus sereins, des passages plus fluides et beaucoup moins de mauvaises surprises. Moi, c'est Didier Manson, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et la prochaine fois que votre voiture fera un bruit étrange ou changera de comportement, j'espère que vous aurez les bons réflexes avant que la transmission ne vous présente la facture la plus douloureuse de votre vie automobile. Aujourd'hui, c'est Didier Manson, et je vous emmène dans un sujet que beaucoup de conducteurs redoutent parce qu'il peut transformer une voiture agréable en véritable source de stress. Les problèmes communs de transmission. Dans cette vidéo, je vais vous parler simplement, mais en profondeur, de ce qui se passe quand la puissance du moteur n'arrive plus correctement aux roues, des signes qui doivent vous alerter, des erreurs qui coûtent cher, et surtout de ce que vous pouvez faire. Avant qu'une petite anomalie ne devienne une panne majeure, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'un simple bruit, une odeur de brûlé, un léger retard au passage des rapports ou une vibration que vous pensez sans importance peuvent parfois annoncer une facture énorme, alors qu'en comprenant le bon symptôme au bon moment, on peut souvent éviter le pire. Quand je parle de transmission, je ne parle pas seulement de la boîte de vitesse. Je parle de tout le chemin que la force du moteur parcourt pour faire avancer la voiture. L'embrayage sur une boîte manuelle, le convertisseur, de couple sur une boîte automatique classique, les trains d'engrenage, les arbres, les cardans, le différentiel, l'huile de transmission, les capteurs, les calculateurs et même la façon dont vous conduisez au quotidien. Beaucoup de gens imaginent que la transmission casse d'un seul coup, comme si la voiture se réveillait un matin avec une boîte détruite. En réalité, dans la majorité des cas, elle envoie des signaux longtemps avant de lâcher. Le problème, c'est que ces signaux sont souvent confondus avec un moteur fatigué, des pneus usés, un support moteur abîmé ou simplement le vieillissement normal de la voiture. Mon objectif ici, c'est que vous puissiez entendre votre voiture différemment, la ressentir différemment et savoir quand il faut agir. Le premier signe que je prends toujours au sérieux, c'est le patinage. Sur une boîte manuelle, vous accélérez, le régime moteur monte, mais la voiture ne prend pas de vitesse comme elle devrait. C'est typique d'un embrayage usé, surtout si cela se produit en montée, lors d'une accélération franche ou avec la voiture chargée. Vous avez l'impression que le moteur travaille dans le vide. Si une odeur âcre, proche du brûlé, apparaît après une manœuvre difficile ou dans les embouteillages, c'est encore plus parlant. L'embrayage est une pièce de friction, et quand il n'accroche plus correctement, il chauffe. Beaucoup de conducteurs continuent à rouler en se disant que ça peut attendre, mais plus on insiste, plus on risque d'abîmer le volant. Moteur, le mécanisme d'embrayage et parfois même d'autres éléments de la transmission. Sur une boîte automatique, le patinage se ressent autrement. La voiture hésite, le moteur prend des tours, le rapport semble s'engager avec retard, puis un à-coup arrive. Ce n'est pas toujours la boîte entière qui est morte. Cela peut venir d'une huile trop vieille, d'un niveau incorrect, d'un convertisseur fatigué, d'un solénoïde qui réagit mal, ou d'une gestion électronique perturbée. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un comportement normal. Une transmission automatique doit rester fluide, logique, prévisible. Elle ne doit pas donner l'impression de chercher son chemin pendant 2 secondes avant de comprendre ce que vous lui demandez. L'autre symptôme qui mérite toute votre attention, ce sont les à-coups au passage des rapports. Un petit changement de sensation entre une voiture neuve et une voiture de 150 000 km, c'est normal. Mais un choc net, comme si quelqu'un donnait un coup dans le châssis au moment où le rapport s'enclenche, n'est pas normal. Sur une boîte manuelle, cela peut venir d'un embrayage qui colle mal, d'un câble ou d'une commande mal réglée, d'un support moteur, ou boîte détériorée, ou de synchros usés si les vitesses accrochent. Sur une automatique, un à-coup peut indiquer une pression hydraulique instable, une huile dégradée, une adaptation électronique qui s'est perdue, ou un composant interne qui commence à fatiguer. Ce qui piège les conducteurs, c'est que l'à-coup peut disparaître quand la voiture chauffe, ou au contraire apparaître seulement à chaud. Certains se disent alors que ce n'est pas grave, puisque ce n'est pas constant. Moi, je pense exactement l'inverse.
Un symptôme intermittent est souvent le moment parfait pour intervenir, parce qu'il reste encore une marge avant la panne permanente. Il faut aussi parler des bruits, parce qu'une transmission malade parle souvent avant de céder, un sifflement qui augmente avec la vitesse, un grondement en charge, un clac au passage de la marche arrière, un claquement quand on passe de l'accélération à la décélération, ou un bruit de roulement qui change quand on tourne peuvent orienter le diagnostic. Un roulement de boîte usée peut produire un ronronnement sourd, un différentiel fatigué peut chanter à certaines vitesses, un cardan usé peut claquer en virage, surtout lors d'un démarrage roue braqué, un support moteur ou support de boîte détérioré peut faire bouger tout le groupe motopropulseur et créer des coups qui ressemblent à une panne de boîte, alors que la boîte elle-même n'est pas forcément en cause. C'est pour ça qu'il ne faut jamais condamner une transmission uniquement sur une sensation. Il faut observer quand le bruit arrive, à froid ou à chaud, en accélération ou au frein moteur, en ligne droite ou en virage, en marche, avant ou en marche arrière. Plus vous êtes précis dans la description, plus le diagnostic a des chances d'être juste. Un mécanicien sérieux vous posera ces questions. Et si vous savez y répondre, vous gagnez du temps et souvent de l'argent. La fuite d'huile de transmission est un autre sujet que beaucoup négligent. Sur le sol, une tache rougeâtre, ambrée, brune ou très sombre sous la voiture peut sembler banale, surtout sur un véhicule ancien. Mais une transmission n'aime pas manquer d'huile. Dans une boîte manuelle, l'huile lubrifie les engrenages et les roulements. Dans une boîte automatique, elle lubrifie, refroidit, transmet la pression hydraulique et participe directement au passage des rapports. Rouler avec un niveau trop bas peut créer des passages brutaux, du patinage, de la surchauffe et une usure accélérée. Le plus dangereux, c'est qu'une petite fuite peut rester invisible si la voiture est protégée par un cache sous moteur. Le conducteur ne voit rien au sol, mais l'huile s'accumule dans le carter plastique ou s'évacue en roulant. C'est pour cela que, lors d'un entretien, il faut regarder autour des joints espilles, du carter de boîte, des durites de refroidissement, de boîtes automatiques, du radiateur d'huile et des soufflets de cardane. Un soufflet de cardan déchiré, par exemple, peut expulser la graisse et laisser entrer l'eau et la poussière. Au début, ce n'est qu'un caoutchouc abîmé. Plus tard, c'est un cardan qui claque, puis un remplacement complet. Les problèmes de passage de vitesse sont aussi très fréquents. Sur une boîte manuelle, si une vitesse accroche, si la marche arrière craque, si le levier devient dur, ou si vous devez forcer pour engager un rapport, il y a plusieurs pistes. Cela peut être simplement une tringlerie fatiguée, une commande par câble déréglé, un liquide hydraulique d'embrayage trop bas, un émetteur ou récepteur d'embrayage qui fuit, ou un embrayage qui ne débraye plus totalement. Mais cela peut aussi venir de synchros usés à l'intérieur de la boîte. La différence se fait souvent à la sensation. Si toutes les vitesses deviennent difficiles, on suspecte plutôt un problème de commande ou de débrayage. Si une seule vitesse craque régulièrement, surtout lors d'un passage rapide, le synchro de ce rapport peut être en cause. Sur une automatique, les problèmes de passage prennent d'autres formes. La voiture reste bloquée sur un rapport, refuse de passer. La marche arrière se met en mode dégradé, affiche un voyant transmission ou moteur, ou limite la puissance. Là, il ne faut pas insister. Le mode dégradé n'est pas là pour vous embêter. Il est là pour protéger la mécanique. Continuer à rouler vite ou à tirer fort dans cet état peut aggraver la situation. La meilleure décision, c'est de faire lire les codes défauts avec un outil capable d'interroger la transmission, pas seulement le moteur. Beaucoup de petits lecteurs OBD lisent les défauts moteurs basiques, mais pas toujours les défauts de boîte. Or, une électrovanne, un capteur de vitesse d'entrée ou de sortie, une température d'huile anormale ou un défaut de pression peuvent donner des indications précieuses. Parlons maintenant de l'huile, parce que c'est probablement le sujet qui crée le plus de malentendus. On a longtemps entendu parler de boîtes lubrifiées à vie. Cette expression a fait beaucoup de dégâts dans la tête des propriétaires. La vraie question c'est, la vie de quoi? La vie de la garantie? La vie théorique dans des conditions idéales? Ou la vie réelle d'une voiture qui fait de la ville, des embouteillages, des démarrages à froid, de la montagne, des trajets courts? De la remorque ou une conduite dynamique? L'huile de transmission travaille énormément. Elle chauffe, elle se charge en particules, elle perd ses propriétés, et sur une automatique, elle doit conserver une friction très précise pour permettre des passages doux. Une huile trop vieille peut provoquer des à-coups, des glissements et des réactions lentes. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut vidanger n'importe comment toutes les boîtes sans réfléchir.
Certaines transmissions nécessitent une procédure précise, une température spécifique, une huile exactement conforme, parfois une remise à zéro des adaptations, et parfois un remplacement de crépine ou de filtre. Mettre la mauvaise huile dans une boîte automatique, une CVT ou une double embrayage peut créer plus de problèmes qu'en résoudre. Une CVT, par exemple, ne fonctionne pas comme une automatique classique. Elle utilise une courroie ou une chaîne et des poulies variables, et son huile doit répondre à des contraintes spécifiques. Une double embrayage peut avoir une partie mécanique et une partie hydraulique ou mécatronique, avec des besoins particuliers. C'est pour cela qu'avant toute intervention, il faut identifier précisément le type de transmission et la référence d'huile. Une vidange bien faite peut prolonger la vie d'une boîte. Une vidange approximative peut la condamner. Les vibrations sont un autre signe souvent mal interprété. Une vibration à l'accélération peut venir d'un cardan, d'un joint homocinétique, d'un support moteur, d'un volant moteur bimasse, d'un convertisseur de couple ou même de pneus. La transmission est souvent accusée trop vite, ou au contraire oubliée trop longtemps. Sur une voiture manuelle, un volant moteur bimasse fatigué peut provoquer des vibrations au ralenti, des claquements à l'arrêt du moteur, des secousses au démarrage, ou une sensation désagréable quand on relâche l'embrayage. Sur une automatique, un convertisseur de couple qui commence à avoir un problème de verrouillage peut produire une vibration fine, parfois décrite comme un bourdonnement ou un tremblement léger à vitesse stabilisée. Souvent autour d'une plage précise, le conducteur croit parfois que la route est mauvaise ou que les roues sont mal équilibrées. Pourtant, si la vibration apparaît toujours au même moment de charge moteur et disparaît quand on accélère un peu plus ou quand la boîte rétrograde, il faut penser à la transmission. L'important, encore une fois, c'est de ne pas deviner au hasard. Il faut reproduire le symptôme, noter la vitesse, le régime moteur, le rapport engagé si possible, la température, la position de l'accélérateur et les conditions de route. Une bonne observation vaut parfois mieux qu'une heure de démontage. Je veux aussi insister sur les habitudes de conduite, parce que certaines transmissions meurent plus vite à cause du conducteur que de la conception. Sur une boîte manuelle, garder le pied posé sur la pédale d'embrayage, même légèrement, use inutilement la butée et peut provoquer un contact partiel. Tenir la voiture en côte avec l'embrayage au lieu d'utiliser le frein est une autre mauvaise habitude. Faire patiner longtemps pour se garer, tracter lourd sans douceur, démarrer fort à répétition, ou passer les vitesses brutalement, sans laisser la mécanique se synchroniser, tout cela laisse des traces. Sur une automatique, passer de marche arrière à marche avant, alors que la voiture roule encore en sens inverse est très mauvais. Utiliser la position parking comme un frein à main sur une pente met une contrainte inutile sur le mécanisme de verrouillage. Accélérer fort à froid, quand l'huile n'a pas encore atteint une bonne température, augmente l'usure. En montagne, descendre longtemps en laissant la boîte chercher ses rapports, au lieu d'utiliser un mode manuel ou un frein moteur adapté, peut faire chauffer inutilement la transmission. Quand on tracte, il faut encore plus de prudence, parce que la chaleur est l'ennemi numéro 1 des boîtes automatiques. Une huile qui surchauffe perd sa capacité à protéger et à transmettre correctement la pression. Et quand une boîte automatique a trop chauffé, l'odeur de l'huile change souvent. Elle devient sombre, brûlée, parfois accompagnée de dépôts. Ce n'est jamais un bon signe. Il y a aussi la question des voyants et des messages au tableau de bord. Beaucoup de voitures modernes affichent des messages comme défaut boîte de vitesse, transmission limitée, atelier, mode sécurité, ou simplement allumant le voyant moteur. Je vois souvent des conducteurs effacer les défauts et continuer comme si le problème était réglé. Effacer un code, ce n'est pas réparer une panne. C'est comme enlever la pile du détecteur de fumée pendant que quelque chose brûle. Le code est une information, pas l'ennemi. Il faut le lire, le comprendre, regarder s'il revient, vérifier les valeurs réelles et les conditions d'apparition. Parfois, un défaut de transmission vient d'une batterie faible ou d'une tension instable. Parfois, un capteur de pédale de frein, un capteur ABS ou un problème moteur perturbe la boîte. Une transmission moderne prend ses décisions avec beaucoup d'informations. Charge moteur, vitesse véhicule, position de l'accélérateur, température d'huile, régime d'entrée, régime de sortie, pression, inclinaison, mode de conduite. Si une information est fausse, la boîte peut mal réagir sans être mécaniquement détruite. C'est pour cela qu'un diagnostic électronique sérieux est indispensable avant de parler de remplacement. Remplacer une boîte complète alors qu'un capteur ou un faisceau est en cause, c'est le genre d'erreur qui coûte très cher et qui aurait pu être évité.
Les boîtes CVT méritent un mot particulier, parce qu'elles ont un comportement qui surprend beaucoup de conducteurs. Une CVT peut faire monter le moteur à un régime stable pendant que la voiture prend de la vitesse, ce qui donne une sensation différente. D'une boîte à rapport traditionnelle, ce comportement peut être normal, mais les secousses, les à-coups au démarrage, les vibrations sous charge, le manque de réponse, le bruit métallique ou le patinage ne doivent pas être ignorés. Les CVT sont très sensibles à la qualité de l'huile et à la chaleur. Elles n'aiment pas les accélérations violentes répétées, les charges excessives et les entretiens négligés. Quand une CVT commence à glisser ou à faire du bruit, il faut intervenir rapidement, parce que l'usure de la courroie, de la chaîne ou des poulies peut progresser vite. Les doubles embrayages, de leur côté, peuvent donner des symptômes différents selon qu'ils sont à embrayage sec ou humide. À basse vitesse, dans les embouteillages, elles peuvent être moins douces qu'une automatique à convertisseur, parce qu'elles gèrent de vrais embrayages. Mais il y a une limite entre une légère sensation mécanique et des secousses anormales, des à-coups forts au démarrage, une marche arrière hésitante, des messages de surchauffe, des rapports qui sautent ou un mode dégradé peuvent indiquer un problème d'embrayage, de mécatronique, d'actionneur ou d'adaptation. Là encore, la bonne méthode n'est pas de paniquer, mais de diagnostiquer précisément. Je veux que vous reteniez une idée simple. Tous les symptômes de transmission ne veulent pas dire que la boîte est morte. Mais aucun symptôme sérieux ne doit être ignoré. Une transmission est un système coûteux parce qu'il est complexe, parce qu'il demande du temps de main-d'œuvre, et parce que l'accès aux pièces internes peut être difficile. Pourtant, beaucoup de pannes commencent par quelque chose de simple. Un niveau d'huile, une fuite, un support, un capteur, une huile. Trop vieille, une commande mal réglée, si on intervient tôt, on peut parfois rester dans une réparation raisonnable. Si on attend que la voiture n'avance plus, les options deviennent limitées. Reconstruction, échange standard, boîte d'occasion, remplacement, complet, avec tous les risques que cela implique. Une boîte d'occasion peut être une solution, mais elle vient avec une inconnue. Son historique. Une boîte reconstruite peut être excellente si elle est faite par un spécialiste sérieux, mais elle doit être adaptée, remplie correctement. Elle refroidit correctement et parfois programmée. Une réparation partielle peut suffire, mais seulement si le diagnostic est solide. Le piège, c'est de chercher la solution la moins chère trop vite. Une vidange miracle, un additif magique ou un effacement de défaut peut donner l'impression d'avoir gagné du temps. Mais si la cause réelle n'est pas traitée, la panne revient. Les additifs, justement, je les aborde avec prudence. Certains produits peuvent améliorer temporairement une sensation sur une boîte ancienne, mais ils ne réparent pas un embrayage brûlé, un roulement détruit, une courroie CVT usée ou une électrovanne défaillante. Ils peuvent masquer un symptôme, parfois modifier les caractéristiques de friction. Et dans certaines boîtes modernes, ce n'est pas une bonne idée. Je préfère toujours une huile conforme, une procédure propre et un diagnostic clair à une promesse trop belle. Un autre point important, c'est l'essai routier. Pour comprendre une transmission, il faut souvent la conduire dans plusieurs situations. Démarrage doux, accélération moyenne, accélération forte, stabilisation, décélération, marche arrière, manœuvre, montée, descente, passage à froid, passage à chaud. Une panne qui n'apparaît qu'après 30 minutes ne sera pas trouvée avec un tour de parking de 2 minutes. Si vous déposez votre voiture au garage, expliquez précisément ce que vous ressentez et demandez, si possible, à faire un essai avec le technicien. Ne dites pas seulement « la boîte fait bizarre ». Dites quand, comment, depuis quand, à quelle vitesse, avec quelle intensité et si le problème s'aggrave. Cette précision change tout. De la même manière, gardez les factures d'entretien. Une transmission avec un historique clair inspire davantage confiance, que ce soit pour un diagnostic, une vente ou une décision de réparation. Si vous achetez une voiture d'occasion, testez toujours la transmission à froid et à chaud. À froid, certains défauts apparaissent parce que l'huile est épaisse. À chaud, d'autres apparaissent parce que les jeux internes changent et que la pression chute. Vérifiez que la marche arrière s'engage sans délai excessif, que les rapports passent sans choc, que le kick-down répond correctement, à que la voiture ne tremble pas en côte et qu'aucun voyant ne s'allume. Sur une manuelle, testez l'embrayage sans brutalité. Le point de patinage doit être cohérent. La pédale ne doit pas être anormalement dure, molle ou bruyante, et les vitesses doivent s'engager sans craquement.
Méfiez-vous d'une voiture vendue moteur déjà chaud, surtout si le vendeur évite le démarrage à froid. Je ne dis pas qu'il faut soupçonner tout le monde, mais une transmission coûte assez cher pour justifier de la prudence. Il existe aussi des signes moins évidents. Une consommation de carburant qui augmente peut venir d'une boîte qui ne verrouille plus correctement le convertisseur, ou qui reste, trop souvent sur un rapport inférieur. Une odeur chaude après un trajet court peut indiquer une friction excessive. Un léger délai entre le moment où vous mettez la position D et le moment où la voiture avance peut annoncer une pression lente à s'établir. Un claquement unique quand vous passez de P à R ou de R à D peut venir d'un jeu dans les supports ou la transmission. Un bruit qui disparaît quand vous appuyez sur l'embrayage peut orienter vers la butée ou un roulement selon les casses. Un bruit qui apparaît seulement quand vous relâchez l'embrayage peut avoir une autre origine. Ce sont des détails, mais dans la mécanique, les détails racontent l'histoire. La meilleure prévention reste assez simple. Respectez l'entretien adapté à votre usage, utilisez la bonne huile, réparez les fuites. Rapidement, ne pas brutaliser la transmission à froid, éviter les mauvaises habitudes, surveiller les bruits et les sensations, et faire diagnostiquer tôt ce qui change. Je sais que beaucoup de conducteurs repoussent parce qu'ils ont peur du prix. Je le comprends. Mais attendre ne rend presque jamais une panne de transmission moins chère. Au contraire, une huile qui manque finit par user des pièces, une fuite finit par vider le carter, un embrayage qui patine finit par chauffer, un cardan qui claque finit par prendre du jeu, un défaut électronique intermittent finit parfois par immobiliser la voiture au mauvais moment. Ce que je veux vous transmettre, ce n'est pas la peur, c'est le réflexe d'observation. Une voiture vous parle à travers ses bruits, ses vibrations, ses odeurs, ses délais, ses réactions. Quand vous connaissez son comportement habituel, vous repérez plus vite ce qui change. Et quand vous repérez vite, vous gardez le contrôle. Pour moi, une bonne relation avec sa voiture, ce n'est pas seulement laver la carrosserie ou choisir de beaux pneus. C'est comprendre ce qui se passe sous vos pieds quand vous passez un rapport, quand vous démarrez, quand vous relâchez l'accélérateur, quand vous montez une côte, quand vous manœuvrez. La transmission est l'un des organes les plus importants du véhicule, parce qu'elle fait le lien entre la puissance que le moteur produit et le mouvement que vous ressentez. Quand ce lien devient imprécis, brutal ou bruyant, la conduite perd sa fluidité et la sécurité peut aussi être touchée. Imaginez une voiture qui hésite au moment de s'insérer dans un rond-point, qui refuse de rétrograder pendant un dépassement, ou qui donne un choc en pleine manœuvre. Ce n'est pas seulement une question de confort, c'est une question de confiance. Et une voiture dans laquelle on n'a plus confiance devient fatigante à conduire. Alors, la prochaine fois que vous sentez un à-coup, que vous entendez un sifflement, que vous voyez une fuite, que vous remarquez une odeur de brûlé, ou que vous trouvez que votre voiture ne répond plus comme avant, ne vous contentez pas de monter le volume de la radio. Prenez une minute pour analyser. Faites un petit essai dans un endroit sûr. Notez les conditions. Regardez sous la voiture. Vérifiez vos factures d'entretien. Et si le doute reste, consultez un professionnel compétent. Idéalement, quelqu'un qui connaît votre type de transmission. Toutes les boîtes ne se diagnostiquent pas de la même manière, et une boîte automatique classique, une CVT, une double embrayage et une manuelle demandent chacune une approche différente. Ce que je veux éviter, c'est que vous remplaciez des pièces au hasard. Le hasard coûte cher. La méthode, elle, économise de l'argent. Pour terminer, je vais vous donner ma règle personnelle. Une transmission en bonne santé doit être cohérente. Elle peut avoir son caractère, surtout selon le modèle et l'âge de la voiture, mais elle doit rester cohérente. Si elle devient imprévisible, si elle change de comportement d'un jour à l'autre, si elle chauffe, si elle sent mauvais, si elle cogne, si elle patine ou si elle vous oblige à adapter votre conduite pour masquer un défaut, alors il faut s'en occuper. Plus tôt vous comprenez le message, plus vous avez de chances de garder une réparation simple. J'espère que cette vidéo vous aidera à reconnaître les signes avant-coureurs et à éviter les erreurs classiques. Moi, c'est Didier Manson, et comme toujours, mon but est de vous aider à mieux comprendre votre voiture, à prendre de meilleures décisions, et à rouler avec plus de sérénité. Si ce sujet vous a été utile, gardez-le en tête lors de votre prochain trajet. Écoutez votre transmission, sentez ses réactions, et souvenez-vous qu'une panne grave commence souvent par un petit détail que quelqu'un a choisi d'ignorer.